Bonjour, Madame Lamoureux. Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous me voyez? Non, je ne vois pas encore. Ok. J'y Euh, vais. Est-ce que vous me voyez? Ah, voilà, ça y est. Et Bonjour. vous me voyez, moi? Oui, oui, je vous vois bien. Oui. Ah, bonjour. Enchantée, Françoise Dando. Enchantée. Oui, merci beaucoup d'accepter de me parler. C'est vraiment gentil. Vous m'aidez beaucoup dans ma recherche. Bah, tu sais, hein, je sais pas, on va voir. Non, j'ai confiance, j'ai confiance. Donc, dans le fond, c'est ça. Moi, ma recherche, comme j'avais dit dans mon courriel, c'est sur l'homophobie, mais plus précisément sur le mariage pour tous, l'adoption du mariage pour tous en 2013. Puis vous, vous êtes journaliste au Journal La Croix en famille et en bioéthique, si je ne me trompe pas. Voilà, Puis exactement. Ouais, ouais. puis j'ai vu que vous avez écrit de nombreux articles sur mon sujet, puis c'était surtout pour aborder l'aspect politique, justement, de cette question-là, comment ça s'est produit en France, parce que ici au Québec, on a moins de concret sur ce qui s'est passé, on a plus via journal, donc je vais parler avec vous pour savoir justement qu'en était-il. Puis tout d'abord, comme... Est-ce que juste en préambule, hein, parce que Oui, j'ai pas très bien compris, vous faites des études pour faire quel diplôme et quel métier, en fait? c'est dans le fond, c'est mon diplôme collégial, je sais pas exactement l'équivalent en France, mais par après, moi personnellement, je m'en vais en droit. Donc, Ouais, d'accord. puis c'est ça, c'est mon stage d'études finale d'intégration. C'est entre le secondaire et l'université. Donc, je sais pas exactement au Québec c'est quoi, Ouais. pardon, en Peut-être avec France. quel âge? Je vais peut-être me repérer par rapport à 19 l'âge. ans. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, c'est début, pour nous, c'est début d'université, en fait. Oui, exactement. Ouais, puis c'est vraiment pour me préparer avant l'université comme stage. Puis, donc c'est ça. Mais vous m'avez dit dans votre courriel de pas me faire instrumentaliser d'une façon ou d'une autre. Pouvez-vous m'expliquer ça? Parce que, en fait, c'est un débat qui a été très compliqué en France, parce qu'on mettait toujours les gens dans des cases. Alors, soit vous étiez pour la loi, alors on appelle ça la loi Taubira, hein, du nom de la ministre de la Justice, ou loi mariage pour tous. Donc, soit vous étiez pour la loi pour le mariage pour tous et vous étiez un progressiste, on va dire, soit vous étiez contre la loi mariage pour tous et vous étiez à minima un conservateur, voire un homophobe. Ok. Et ça a été assez violent en fait le débat. Hein. Moi j'étais, même à la fin j'en avais vraiment marre parce que je trouvais que ça a été un des dossiers les plus où la bataille a été la plus dure que j'ai traitée alors que ça fait 13 ans que je suis journaliste à la Croix. Donc pas physiquement, hein, mais dans la virulence des positions, dans le fait de juger l'autre, de considérer que toi t'es comme ça, de mettre les gens dans des cases, etc. Donc évidemment que c'est beaucoup trop manichéen ça, cette manière de voir les choses. Surtout que le texte de loi, et je pense que c'est là où je peux peut-être vous aider pour essayer d'aller plus loin que la surface, le texte de loi, il pose un certain nombre de questions. Donc c'est pas une question d'être homophobe ou pas homophobe, d'être contre l'union des couples homosexuels ou contre, mais la manière dont la loi a été faite, elle soulève un certain nombre de questions sur la filiation, nécessairement. C'est-à-dire que, mais ça c'est lié au contexte français. Vous m'arrêtez hein, si je vais trop vite. Hein. Non, allez-y. Je prends des notes, donc je vous avertis d'avance. Oui, Pour, oui, allez-y, allez-y. Parce qu'en France, la loi, le mariage en France, c'est pas seulement l'union de deux êtres adultes qui s'aiment, c'est l'union de deux êtres adultes qui s'aiment, reconnue par la République française, mais qui induit des droits en matière de filiation vis-à-vis des enfants. Si vous voulez, c'est intrinsèquement lié. On peut pas séparer. En tout cas, dans la loi sur le mariage, le droit sur le mariage en France, on ne sépare pas les deux. Okay. Donc à partir du moment où le gouvernement a décidé, parce qu'ils auraient pu faire plein de choses en matière de mariage pour les couples homosexuels, ils auraient pu imaginer d'autres manières, mais eux, ils ont décidé qu'ils allaient élargir le mariage tel qu'il existait pour les couples hétérosexuels, enfin tel qu'il existait dans le droit français. Mais en faisant ça, ils ont introduit une myriade de questions sur la filiation. Et ils n'ont pas tellement voulu le reconnaître. Ils ont dit, mais nous, on fait juste ça, puis voilà. Et comme il y a eu énormément de mouvements sociaux autour de cette question, ils se sont arrêtés là. Mais en réalité, moi c'est ma conviction, c'est que cette loi du mariage, cette loi Taubira, elle induit nécessairement d'aller plus loin, parce qu'à partir du moment où on dit aux gens que vous avez les mêmes droits en termes de filiation, c'est compliqué de leur fermer les techniques de procréation, en fait. Oui, oui. Et en fait, alors soit on va jusqu'au bout de la logique,
et on va jusqu'à la gestation pour autrui, soit il fallait en amont faire la loi autrement. Voilà, moi c'était là-dessus que je voulais vous mettre en garde, parce que ça c'est quelque chose qui est assez mal compris, même en France, hein, ça reste mal compris. Et il y a des gens dans ce qu'on a appelé le mouvement social, la manif pour tous, oui. il y avait des gens qui ont essayé de soulever ça, et on leur a tout de suite mis la casquette d'homophobie sur la tête. D'accord. Donc ils n'ont pas pu développer leurs arguments. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des homophobes dans ce mouvement. Il y en avait sûrement, il y en avait, c'est sûr. Il y avait une partie de gens qui étaient homophobes. Mais ce serait faux de dire que ces 500 000, 600 000 personnes qui ont manifesté étaient tous des homophobes. Ça c'est une idiotie. D'accord. Donc, voilà, c'était pour ça que je disais, faites attention de ne pas vous faire instrumentaliser, parce que des deux côtés, il y a des lobbies. Il y a des lobbies gays qui veulent aller au maximum, hein, légaliser les techniques de procréation artificielle, ce qui a des conséquences d'ailleurs largement au-delà des couples homosexuels. Et puis il y a des lobbies de l'autre côté, des lobbies religieux intégristes qui ne veulent rien entendre, veulent tout bloquer et parfois peuvent être homophobes. Donc voilà, enfin en tout cas c'est un peu comme ça que ça s'est cristallisé en France. D'accord. Puis par rapport justement aux conséquences de légaliser jusqu'au bout, ce serait quoi? Parce que vous avez dit justement que les gays, ce serait plus que juste la légalisation, l'égalité pour tous dans le mariage. Donc ça irait jusqu'à où? Est-ce que ça permettrait d'autres droits? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors aujourd'hui, pour qu'on ne dise pas de bêtises, aujourd'hui, en France, la loi, elle autorise le mariage et l'adoption. Donc ça veut dire que si jamais il y a une des personnes du couple qui a un enfant, ou si par exemple une femme en Belgique bénéficie d'une PMA et qu'elle est enceinte et qu'elle a un bébé, sa compagne pourra adopter le bébé. Donc ça c'est possible. Et ce qui est possible aussi, c'est l'adoption internationale. Donc un couple homosexuel peut demander à adopter un enfant à l'international. Oui. Ça, c'est autorisé. Ce qui reste interdit, c'est les techniques de procréation PMA, GPA. Enfin, GPA, de toute façon, c'est interdit pour tout le monde en France. Mais PMA, c'est permis pour les couples hétérosexuels. Mais en fait, ce n'est pas autorisé pour les couples de femmes. Okay. Ça reste... Donc, en droit, c'est assez clair. Le problème, enfin, à mon avis, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que la loi Taubira, à mon avis, elle porte en elle la nécessité d'ouvrir les techniques de procréation artificielle. Encore une fois, parce qu'elle a lié le mariage et la filiation. Si vous voulez, pour le dire autrement, c'est compliqué de dire à des gens, vous pouvez être parents, exactement comme les hétérosexuels, vous avez les mêmes droits, vous avez la même légitimité, mais par contre, vous n'avez pas le droit de faire des enfants. Ouais. Ça revient un peu à ça, en fait. Ouais. Parce qu'on leur dit, pas de PMA, pas de GPA. Mais si on fait pas de PMA, pas de GPA, c'est parce qu'en France, on considère que ça soulève des problèmes énormes de le faire. Notamment la GPA. Je sais, au Québec, je crois que c'est autorisé ou pas. Au Canada, c'est autorisé. Je pourrais pas vous dire, il faudrait que je regarde. Je ne me rappelle plus si c'est dans les pays... Bon, enfin, en tout cas, ça pose d'autres questions. Ça pose la question de l'exploitation du corps de la femme, ça pose la question de la marchandisation du corps de la femme. Voilà. Et puis, si on commence à ouvrir les techniques de procréation pour des gens qui ne sont pas stériles, parce qu'en France, on les réserve en fait aux gens qui sont stériles médicalement. D'accord. Si on l'ouvre au-delà, ben après, ce sera difficile de l'interdire pour des femmes âgées qui sont plus en âge de faire des bébés, pour des célibataires, etc. etc. Donc, pour moi, ils sont allés au milieu du gué, en fait. Et c'est là où c'est incohérent. Quelle que soit la position qu'on a, c'est incohérent. Je sais pas si c'est clair. Non, c'est clair. Non, vous êtes très clair. Ouais. Puis, non, c'est ça soulève justement ce que je voulais vous parler, c'était les arguments un peu de la droite sur comme ce qui était pourquoi ce qui serait contre justement une telle la légalisation justement du mariage pour tous. Donc c'était quoi les enjeux plus loin que ça, puis vous commencez à m'expliquer. Mais par rapport à la droite, est-ce qu'il y avait juste ça justement? Est-ce que c'était juste par rapport à la PMA puis à des techniques, ou c'était vraiment pas ça, c'était autre chose? De toute façon, s'il y avait des vrais homophobes, ils n'allaient pas le dire publiquement. Ouais. D'accord. Parce que déjà, c'est interdit par la loi. On n'a pas le droit de dire des propos homophobes. Il y en a eu un petit peu d'ailleurs. Il y a eu des condamnations. Pouvez-vous m'en parler de ça? Les condamnations? Il y a eu un... Alors, il faudrait que je me replonge dedans, mais il y a eu un député qui, lui...
est quand même assez... Enfin, en tout cas, on peut dire qu'il avait des propos vraiment déplacés. Et il a eu des propos déplacés sur les homosexuels. Et je crois qu'il a été... au moins, il y a eu un procès. Il s'appelle Christian Van Est, si vous voulez retrouver. C'est V-A-2-N-E-S-T-E. Parfait. Christian Van Est, lui, c'est un député. Et il y a eu aussi une ancienne députée, elle n'est plus députée maintenant, qui s'appelle Christine Boutin. Oui, Christine. Elle a aussi, qui vient d'être condamnée parce qu'elle a aussi tenu des propos très déplacés en disant que l'homosexualité c'était une abomination. Alors elle a fait la distinction, elle ne dit pas les personnes homosexuelles, mais l'homosexualité, bon bref. Donc, à part quelques personnes comme ça qui ont quand même, qui se sont un peu dévoilées d'une certaine manière, la plupart des gens, même s'ils sont homophobes, ils ne vont pas le dire sur la place publique, évidemment. Ce serait quoi le genre d'argument qu'ils utiliseraient? Alors, ils vont... Moi, je préfère vous parler des gens qui ne sont pas homophobes. Bien sûr, moi, c'est ça, c'est vraiment pour vous, là, je faisais juste... Ouais, en fait... Parce que le problème, c'est qu'il y a des homophobes et des non-homophobes qui vont utiliser les mêmes arguments. Oui. Donc, et je pense que dans ces arguments, il y en a qui sont intéressants et qu'il faut écouter. Alors évidemment, quand ils sont dits par des homophobes, moi, j'ai pas envie de les écouter parce que c'est des gens qui sont dans la haine, quoi, et qui sont dans le rejet de l'autre, et qui veulent rien comprendre, et qui veulent pas comprendre pourquoi les familles homoparentales, elles veulent des enfants, etc. Donc moi, évidemment, ces gens-là, ce qui me gêne, c'est qu'ils utilisent des arguments légitimes pour une cause illégitime. Oui. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas homophobes, mais qui s'inquiètent des conséquences de la loi. C'est là où je disais, faites attention, vous ne faites pas instrumentaliser. C'est pas parce qu'on est contre la loi qu'on est homophobe. Voilà, il faut pas tomber dans ces... Ça, c'est une caricature. Oui. Non, je vois très bien. Puis, non, c'est ça, mais aussi avec... ça vient un peu à ça, mais dans les médias, comment est-ce que ça a été expliqué, ça? Est-ce qu'il y avait beaucoup de... Est-ce qu'il y a eu beaucoup de modifications? Je sais pas comment le dire, mais... les médias, est-ce que ça a été biaisé, l'information qui a été donnée? Est-ce qu'il y a vraiment eu une grande explication, justement, de toute la problématique derrière, les enjeux liés à ça, ou c'était plus si tu es contre le mariage pour tous, tu es homophobe? Il y a eu tout. Forcément, il y a eu de tout. Il y a eu les médias de gauche, les médias de droite, les médias qui ont essayé de faire quand même correctement leur travail. Il y a eu de tout. Bon, moi, je trouve qu'on a essayé de bien faire. Après, c'est sûr qu'on avait aussi une position du journal, de l'Église qui était contre cette loi. Donc, on était... bien sûr, on savait d'où on parlait. Voilà. Mais moi, je ne parlais pas au nom de la religion quand je faisais mes articles. Ouais. Donc, moi, j'ai essayé vraiment du mieux que j'ai pu de montrer tous les enjeux. Et de pas tout de suite tomber c'est pas bien parce que l'église a dit c'est pas bien la loi Taubira, dire voilà le sujet est réglé. Non, le sujet n'est pas réglé. Il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui veulent une reconnaissance de la République et il y a des gens qui veulent des enfants et qui sont homosexuels. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, on va pas balayer ça d'un revers de main. Et puis de l'autre côté, il y a eu des médias très à gauche qui eux ont dit mais il n'y a aucun souci avec cette loi. Cette loi est parfaite. Mais on n'aime pas les mères porteuses, mais c'est pas grave parce que cette loi, c'est pas du tout la même chose. Or, moi c'est là où je suis pas d'accord avec eux, c'est que je pense que si on est pour la loi Taubira, c'est difficile d'être contre la GPA. Oui. Parce qu'encore une fois, comment autoriser les gens à leur dire vous êtes parents, mais les empêcher de devenir parents, c'est compliqué. Donc, il y a eu des traitements honnêtes, il y a eu des traitements militants, c'est normal, hein, comme dans toutes ces grandes affaires, il y a eu des médias de droite qui ont été très méprisants, il y a eu des médias de gauche qui ont été très angéliques. Voilà, moi, à mon avis, il y a... Mais je regrette qu'on n'ait pas mieux analysé en droit les conséquences de la loi. Et ça, je trouve que c'était le rôle des journalistes. Et je trouve qu'on était un peu seuls à le faire, quand même. J'ai pas lu beaucoup de journaux où... Et c'est le paradoxe que nous, on est censé être un journal avec un ancrage religieux. Donc, après tout, on aurait pu dire ils vont le traiter toujours d'une même manière. Et moi, pourtant, j'ai eu la liberté de faire un traitement qui a sûrement heurté certains de nos lecteurs, mais où je trouvais qu'il fallait dire tout, quoi. Il fallait dire aussi que le désir d'enfant, c'est légitime, que la reconnaissance de l'union entre deux personnes qui s'aiment, c'est légitime, etc. quoi. Oui. Et finalement, ça n'a pas été...
Moi, je trouve que ça n'a souvent pas été très bien traité. Mais ça, c'est le problème de la... Enfin, ça, je pense que vous avez la même chose au Canada. C'est qu'on est dans une société de la communication. On va rarement au fond des choses. On va très vite. Il y a des lobbies. On reprend les déclarations des uns des autres. Et on ne prend pas beaucoup de temps pour se poser, réfléchir sur les vrais enjeux, en fait. Mais vous, à votre journal, vous avez eu la possibilité d'y aller dans la liberté de pas nécessairement être contraint à prendre une position plus qu'une autre. Donc, c'est ça que je me demandais par rapport à la croix, vu que ça va justement une historique plus religieuse, ça va pas influencer. Oui. Non, moi, franchement, en plus, moi, je suis pas catholique. Donc, je suis très à l'aise avec ça. Si je travaille à la croix, c'est parce que j'ai cette liberté. Sinon, je pourrais pas, en fait. C'est parce que j'ai toujours pu faire mon métier de journaliste d'abord. Après, c'est vrai que je ne le traitais pas du tout de la même manière que l'aurait traité Libération, par exemple. Et c'est vrai que sur le choix des sujets, on allait faire des sujets sur les positions de l'Église, voilà, parce que ça intéresse nos lecteurs, que parfois c'était un peu difficile, je reconnais, de faire des grands papiers sur l'histoire des gens, parce que on nous disait, je l'ai fait quand même, j'ai réussi quand même à le faire, mais on nous disait, ben oui, mais alors on va nous dire qu'on est trop dans la compassion, on risque de heurter nos lecteurs, etc. Mais sur les enjeux juridiques, là, j'ai pu faire exactement ce que je voulais. Mais parce que quelque part, c'est inattaquable. Je veux dire, on peut dire, moi, je suis catholique, alors ça me gêne qu'on légalise le mariage pour tous, mais on ne peut pas contester l'analyse juridique. Donc on a pu faire l'analyse juridique. Mais bon, ça, je sais. C'est vrai que c'est un sujet compliqué, et les sujets compliqués, ça se traite pas en 5 minutes dans un reportage télé ou en 5... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Et puis, les gens aussi, ils ont envie de lire des choses qui ne vont pas forcément dans le sens de ce qu'ils pensent au départ. Et ça, les journaux, souvent, ils aiment bien conforter leurs lecteurs. Oui, mais c'est ça. Oui, mais vous avez aussi... Allez-y. Non, mais c'est ça, la tendance naturelle, c'est logique. Parce que vous voulez que vos lecteurs, ils continuent à vous acheter, que vos lecteurs, ils... Voilà. Mais nous, on a fait un pari différent. Nous, on s'est dit, nos lecteurs, ils nous choisissent parce qu'ils ont confiance en nous. Et s'ils ont confiance en nous, c'est parce qu'ils savent qu'on va faire un traitement honnête. Pas forcément l'objectivité complète, ça n'existe pas, mais au moins on va essayer de... Voilà. Mais on a perdu des lecteurs, hein, parce qu'il y a des lecteurs qui nous ont beaucoup reproché de ne pas devenir militants. Ah oui? Vous avez reçu beaucoup de réponses, puis... Oui, c'est parce qu'eux, ils disaient, mais vous pouvez pas... Mais encore aujourd'hui, vous pouvez pas être un média catholique et ne pas prendre votre bannière pour dénoncer cette loi, demander l'abrogation et tout ça. Mais ça, c'est pas du journalisme, ça. Ça, c'est du militantisme. Et moi, je me suis toujours refusée. Et j'ai toujours eu le soutien de ma rédaction chef. Ben, parfait. Puis, mais récemment, vous avez fait aussi un article, justement, sur un mouvement Livre blanc. C'était un livre blanc écrit par des juristes. Pouvez-vous m'en parler davantage? Alors, moi, ça, je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants, justement, parce que c'est étayé. Là, on n'est pas dans... alors, on va sûrement vous dire que les gens qui ont fait ça, c'est plutôt des gens de droite. C'est plutôt des gens voilà, disons plutôt des gens de droite. Politiquement, vous n'allez pas trouver beaucoup de gens de gauche là-dedans. Cela dit, ils ont vraiment fait un travail juridique approfondi. Et ça, vous pouvez le regarder, parce que le livre existe. Hein, donc chacun peut se faire son opinion. Pour justement analyser les conséquences du texte et mettre en garde sur les conséquences que ça a en termes de filiation. Et il y a autre chose que vous pouvez regarder qui vous sera très utile, c'est que le Sénat, alors pour être précis, c'est la commission des lois du Sénat, vient de rendre un rapport sur les conséquences du texte concernant la filiation. Parce que, en fait, la France, elle est prise dans un étau, là, parce qu'il y a la jurisprudence européenne. Oui. Parce qu'il y a cette nouvelle loi, et donc du coup, et parce que les gens surtout vont à l'étranger pour faire des enfants de manière illégale. Enfin, comme ils ne peuvent pas le faire en France, ils partent à l'étranger, puis après ils reviennent et ils disent, vous me légalisez ma situation. Ouais. Donc c'est compliqué parce qu'ils ont contourné la loi, ils savaient très bien que c'était pas permis. Et puis après, ils reviennent et ils demandent des comptes.
Et en même temps, il y a des enfants au milieu. Donc les enfants, on ne peut pas les sacrifier, quoi. On ne peut pas dire ah, bah tes parents, ils ont contourné la loi, bah du coup, tu n'auras pas les mêmes droits que les autres. Ouais, donc c'est hyper compliqué. Mais bon, ce qui est vachement intéressant dans le rapport du Sénat, c'est que même des gens de gauche, même des socialistes, comme Catherine Tasca, par exemple, ils sont obligés de reconnaître qu'il ne faut plus bouger sur la filiation. Parce que si on continue, si on ouvre la PMA, si on ouvre la GPA, ça va remettre complètement en cause notre droit de la filiation. Puis le droit de la filiation, pouvez-vous m'en parler davantage, juste les grandes lignes, en gros, comment est-ce que ça pourrait être modifié, ça? Bah, déjà, il y a un principe très, très simple en France, c'est que la mère, c'est celle qui accouche. Oui. Et c'est pas comme au Canada, où on peut faire une présomption de maternité, par exemple. OK. Au Canada, à partir du... Si je me trompe pas, mais j'avais fait des papiers là-dessus, mais il y a longtemps, peut-être, bon, je garantis pas... par après, puis... Oui, vous regarderez, parce que je connais bien le droit français, je connais pas bien le droit canadien, mais ça m'avait frappé, ça, au Canada, si... On peut faire une présomption de maternité, donc si une femme est enceinte avec un donneur anonyme, oui, et que sa compagne est associée au projet de l'enfant, oui, on considère qu'il y a deux mères. OK. Voilà. Peu importe qu'elle n'ait pas porté l'enfant, et peu importe qu'il n'y ait pas de lien génétique avec l'enfant, etc. En France, ça, c'est pas possible. En France, la mère, c'est celle qui accouche. Et on peut être mère d'une autre manière par l'adoption. OK. Qui est différent de la présomption de maternité. Vous comprenez pourquoi c'est différent? Je vois comment c'est différent, oui. C'est différent parce que on a une filiation biologique, une filiation adoptive. Oui, puis on n'a pas la mère qui accouche, elle est dans la filiation biologique. Et la mère qui devient mère par la loi, elle est mère adoptive. Oui. D'accord? Il n'y a pas de mère biologique. Voilà. Évidemment qu'il n'y a pas de mère biologique dans les faits, mais du coup, il n'y a pas deux mères qui peuvent se targuer de la filiation biologique en droit, comme vous avez fait du droit, parce qu'on considère qu'il y a un mensonge. Nous, on considère qu'il y a un mensonge. C'est-à-dire, l'adoption fait qu'il n'y a pas de mensonge. L'adoption, c'est vraiment une démarche de reconnaissance, mais on sait très bien que la mère n'a pas porté l'enfant. Oui. Donc, dans le droit français, les choses, elles sont clarifiées de cette manière-là. Si jamais comment je peux vous expliquer ça simplement? Parce qu'il y a des revendications sur la PMA, qui est de dire... par exemple, la présomption de maternité, ça a été une revendication, par exemple. Ouais. Pas besoin de... Parce que l'adoption, c'est une démarche. Ça demande d'aller devant le juge. C'est compliqué d'adopter. Ça prend combien de temps environ? En France, ça prend combien de temps environ l'adoption? C'est un processus de combien de temps? Ça dépend, parce que si l'enfant est déjà là, si c'est l'enfant de la compagne, oui, ça peut aller vite. C'est juste faire les papiers et puis que le juge regarde que la situation est correcte et que effectivement l'autre femme, elle a des liens avec... elle va nouer des liens avec cet enfant, etc. S'ils veulent adopter à l'international, donc il n'y a pas d'enfant, qu'il faut aller trouver un enfant à l'international, là ça peut prendre des années et des années. Et ça, c'est un vrai problème d'ailleurs, parce qu'en fait il y a très peu d'enfants adoptés, enfin c'est un vrai problème, ou c'est une bonne chose, ça veut dire que les enfants ils sont adoptés dans leur pays, ça veut dire qu'il y a moins d'orphelins, etc. En fait, voilà, donc on parlait de filiation. Voilà, si par exemple... Si on ouvrait toutes ces techniques, en fait, une des revendications, c'est de dire, en fait, la parentalité, elle se fonde sur la volonté. Il suffit de vouloir être parent pour le devenir, et il demande à ce que le droit le reconnaisse. Ouais. Mais en réalité, ça poserait énormément de questions, parce que aujourd'hui, quand un enfant est adopté, sur ses papiers, il est écrit qu'il est adopté. Donc, quelque part, il a sur ses papiers une forme de vérité de sa conception. Il y a des gens qui disent mais on s'en fout de ça. Il faudrait juste faire... il y a le père et la... Par exemple, deux pères qui vont faire un enfant par gestation pour autrui. Ouais. Ils rentrent, ils se font reconnaître tous les deux comme pères et c'est bon. Mais ça, le droit français, c'est pas du tout possible. Et c'est ça la crainte de certains, c'est de dire mais... si un jour on commence à fonder la filiation que sur la volonté,
Oui. Ça a plein d'impacts. Ça voudra dire que on pourra, entre guillemets, considérer qu'on peut... comment dire, par exemple, ce que je vous disais là sur la mère, c'est celle qui accouche, ça saute. Ouais, ça enlève plein de questions. C'est un principe qui serait enlevé du droit. Ça. Ouais. Ce qui peut avoir plein de conséquences pour les autres enfants. C'est un repère, si vous voulez, ce droit. Ça, c'est un pilier du droit français. Si vous le faites sauter, ça a des répercussions en chaîne pour plein de situations c'est tellement en chaîne que même moi, j'arrive pas à me rendre compte jusqu'où ça pourrait aller. Enfin bon, vous pouvez juste retenir qu'en France, il y a 2 filiations. La filiation biologique et la filiation adoptive. Ouais. Et que le droit est fondé là-dessus. Voilà. Puis dans le fond, ça est là-dessus. Si je comprends bien. La loi te dira pour le coup. Ouais, mais si je comprends bien, donc ça revient un peu comme des enjeux, ça revient un peu au droit de l'enfant, mais aussi au droit à l'enfant. Ça revient un peu là. C'est une des critiques qui est faite, c'est-à-dire le clivage entre les gens qui sont pour la loi et ceux qui sont contre la loi, c'est qu'il y en a qui considèrent que faire un enfant avec des techniques de procréation en étant finalement assez peu soucieux de l'origine de l'enfant, puisque en Belgique par exemple c'est avec un donneur anonyme, donc l'enfant il ne saura jamais qui a été son géniteur. Ouais. Et ben ça en France pour l'instant le clivage, il y a des gens qui disent mais c'est pas grave parce que l'important c'est la volonté d'être parent, et puis les autres qui diront bah non, si c'est grave parce que des gamètes, du sperme, c'est pas un matériau biologique, ça renvoie à une forme de généalogie, ça renvoie aux racines. L'enfant, il cherchera à savoir d'où il vient, même si c'est pas son père, on est bien d'accord. Hein. Mais on peut pas s'asseoir dessus, quoi, faire comme si on s'en fiche, on utilise du sperme et puis tout ça après, ça pose aucun problème. Il y a des gens qui disent, bah, les enfants, ils risquent de demander une fois adultes, mais alors peut-être pas tous, hein, moi je porte pas de jugement, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quand même une réalité de l'origine qu'il ne faut pas sous-estimer, voilà. Donc le clivage, il est un peu comme ça. Ouais, ça revient vraiment à la question du mariage pour tous. Il y avait des gens qui voyaient juste le fait que deux se lient, mais l'autre, c'est vraiment l'enfant là-dedans. C'était vraiment important. Ça aurait été plus simple. Le débat, sans doute, aurait été beaucoup plus simple en France si on avait fait juste le mariage. Mais c'était pas possible. Parce que comme je vous l'expliquais au début, le mariage dans la République française, c'est la filiation. Ouais. Si vous vous mariez, vous avez des droits en termes de filiation. Bah, évidemment, parce qu'avant, c'était évident. Et puis là, tout d'un coup, tu dis, ah non, alors attends, on peut très bien dire, 2 personnes s'aiment, on s'en fiche qu'elles soient hétéro ou homosexuelles, elles s'aiment, et elles veulent les mêmes droits. Moi, franchement, je vois pas le problème, quoi. Et puis on aurait fait à ce moment-là juste la question de l'union entre 2 adultes, avec exactement les mêmes droits que les hétérosexuels, mais en distinguant la filiation. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais c'est pas le choix qu'ils ont fait. Et donc du coup, et je sais pourquoi ils ont fait ça, c'est normal, c'est parce qu'ils se sont dit on va faire un mariage au rabais. Ok. Le gouvernement, il s'est dit on va pas faire un mariage au rabais. Ok. On va pas faire un mariage homosexuel et un mariage hétérosexuel. On va faire le même mariage. Sauf que ça soulève des questions très grandes en matière de filiation. C'est ça qui a compliqué énormément le sujet. Je pense que si on avait juste fait la question de l'union des adultes, il n'y aurait pas eu autant de manifestations, c'est sûr. Ouais. Alors, il y a toujours eu des gens qui auraient dit « Ah, t'es pas bien, il faut pas que les homosexuels, ils se marient, on reconnaisse leur union. » Bon, ça, c'est les homophobes de service. Ok, il y en aurait toujours eu, hein, c'est sûr. Mais il y aurait plein de gens qui aujourd'hui ont, à mon avis, des inquiétudes légitimes par rapport à la question de la filiation, qui ne seraient pas descendus dans la rue. Ouais. Ah, mais oui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des revendications pour terminer là-dessus? Les revendications aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui se battent justement pour le droit à la GPA encore? Est-ce qu'il y a des gens qui continuent contre la GPA? En fait, pour les gens qui ont eu le mariage pour tous, pour beaucoup de gens,
Alors, pas tous, mais maintenant, ils veulent les prochaines étapes. Et c'est logique. Oui. C'est logique, en fait. Moi, je trouve ça tout à fait logique. Du coup, ils veulent la PMA pour les femmes et ils veulent la GPA pour les couples d'hommes. Ouais. Et puis, à l'autre bout de l'échiquier politique, il y a ceux qui veulent abroger la loi Taubira. Est-ce que vous pensez que ce serait possible, ça, de l'abroger, la loi? Impossible? Non? Alors ça, moi, je pense que c'est pas possible. C'est politiquement pas possible. Okay. Peut-être juridiquement, c'est possible, mais politiquement, c'est pas possible. Puis est-ce qu'il y aurait l'appui de la population pour enlever cette... Et qui va prendre le risque de remettre des gens dans la rue? Alors là, on va remettre tous les lobbies, tous les gens qui ont bénéficié de la loi, ils vont aller dans la rue si on supprime le droit qu'ils ont eu. Ouais. Et on va repartir pour 3 ans de manifestation. Personne ne fera ça. Aucun politique ne fera ça. Ok, c'est parfait. Mais merci beaucoup de m'avoir rencontré. C'est compliqué, hein. J'espère que... Vous avez tellement bien expliqué, juste au niveau, par exemple, de la GPA, de la PMA ou encore de la droite, de la gauche, leur position, puis on fait des enjeux derrière tout ce qui est... Parce que je vous dis une dernière chose sur la PMA et la GPA. Oui. Parce que ça dépasse largement la question homosexuelle, en fait. C'est que il y a une question à comprendre, c'est qu'en France, les lois de bioéthique, elles disent ces techniques médicales, elles existent parce que les gens, ils ont une stérilité médicale. Ouais. Et on l'ouvre aux gens qui ont une forme de maladie quelque part. Ils ne peuvent pas faire d'enfants parce que y a une femme qui n'a pas d'utérus, il y a une... Enfin, ça marche pas bien parce que de toute façon, elle ne pourrait pas, mais bon. Parce qu'il y a une femme, ses ovules, ils ne permettent pas de faire des enfants, etc. Donc on a dit, on ouvre ces techniques parce qu'ils ont un problème médical. Mais aujourd'hui, la revendication, c'est pas celle-là. C'est pour les gens qui ont une infertilité sociale. C'est pour des gens qui ne peuvent pas faire d'enfants parce que c'est un couple homosexuel ou parce que c'est un célibataire. Moi, j'ai pas trouvé l'homme de ma vie, j'ai 45 ans, je veux bénéficier de ces techniques. Mais ça ouvre aussi aux personnes âgées. Moi, je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas d'enfant à 50 ans. Donc, ce qui est en jeu là, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller plus loin. C'est pas seulement la question homosexuelle, c'est est-ce qu'on ouvre ces techniques à l'infertilité sociale? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Wow, merci beaucoup, c'est vraiment exactement... Avec le marché, sachant que c'est un business. Ouais, aussi. Il y a toute cette question aussi de... et en fait, en France, il y a encore une question qui est très forte, éthique, qui dit mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas ouvrir à tout va la procréation humaine. Le business de la procréation. On va arriver dans le baby business. Ouais. Mais qui existe aux États-Unis, qui existe déjà dans plein d'endroits. Mais ça, la France, pour l'instant, elle résiste, elle ne veut pas. Merci tellement pour votre temps, pour vos connaissances. Honnêtement, ça va tellement aider ma recherche. Puis, je vous ai donné des pistes, allez vérifier, regarder. Oui, je vais aussi au Canada, voir comment est-ce que la différence entre le Canada et la France par rapport à la filiation dans le droit. C'était vraiment quelque chose... ça c'est super intéressant. Ouais. La présomption de maternité, moi je me souviens, j'avais fait des papiers, c'est vachement intéressant. Ouais. Et puis si vous avez un souci, vous me faites un petit mail si vous ne trouvez pas qu'il y a une référence et tout ça. Mais simplement, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas faire apparaître mon nom. Non, il n'y a pas de problème. Dans le fond... parce que je sais tellement que c'est... Là, je vous ai expliqué, on a pris le temps et tout ça, mais parfois, une phrase peut être mal interprétée. Moi, j'essaie d'être honnête intellectuellement et j'ai pas envie que, au détour d'une phrase, d'un truc, de dire, mais voyez, vous avez dit ça alors que c'est mal interprété, tout ça. Donc, je préfère que mon nom apparaisse pas, voilà. Mais, dans le fond, dans le fond, ce serait nos professeurs qui vérifient qu'on a bien fait le travail. Dans le fond, qu'on est allé chercher des experts, qu'on n'a pas sorti ça de notre tête. Après, si vous avez une liste de personnes que vous avez interrogées à la fin de votre mémoire, ça, vous pouvez me mettre Mais dedans. c'est vraiment une recherche à remettre à nos professeurs plus qu'à partager en grand nombre. Donc, il n'y aura pas d'utilisation de votre propos. Bon, je sais maintenant quand même qu'avec Internet, les travaux sont parfois publiés, puis après, 5 ans après, on se retrouve, vous avez dit ça dans un truc. Non, ce ne sera pas publié. Je vous rassure, déjà, c'est pas publié. Non, c'est pas publié, mais mis sur Internet. Non plus. Non, ça va être papier, puis donné à nos professeurs, puis pour notre intérêt personnel, honnêtement, sur la question, pour en apprendre davantage, mais pas pour que vous retrouviez dans 5 ans des propos que vous n'avez pas dit sur notre travail. Mais bon, peut-être un jour, j'aimerais au Canada faire
Ça fait longtemps que j'ai envie de venir parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles vous êtes précurseurs. Alors bon, là, moi sur la présomption de maternité, je suis pas sûre qu'il faut prendre exemple, mais par contre sur beaucoup d'autres choses, je trouve qu'à chaque fois le Canada apparaît comme très précurseur, notamment en protection de l'enfance, sur plein de questions, et je me dis peut-être un jour je viendrai faire plusieurs reportages comme ça pour raconter comment ça marche chez vous, donc je prendrai contact avec vous. J'ai très hâte, puis je vous dis à la prochaine. Ouais. Merci. Allez, bon courage. Au revoir. Au revoir. Woohoo! Party!